Mon père a vidé l'intégralité de mon fonds universitaire afin de gâter sa belle-fille. Il croyait que je resterais silencieux, jusqu'à ce que je prenne une décision qui a plongé sa vie parfaite dans le chaos. J'ai 20 ans, je suis un homme, et mon père a toujours été l'individu le plus centré sur lui-même que j'ai connu durant mon enfance. Tout tournait constamment autour de lui et de son image. Nous vivions dans un quartier résidentiel aisé où il était obsédé par les apparences. Il n'hésitait pas à s'endetter pour acheter des choses hors de notre portée, uniquement pour que les voisins pensent qu'il avait réussi. Il changeait de voiture tous les 3 ans, même si l'ancienne fonctionnait parfaitement. Il arborait des montres de luxe qu'il prétendait recevoir en cadeau de ses clients. Vous voyez le tableau. Je me souviens qu'à l'âge de 10 ans, nous avions organisé un barbecue de quartier, et il avait dépensé environ $500 pour acheter un nouveau grill sophistiqué, uniquement pour l'occasion. Il s'en vantait devant tout le monde en affirmant que ce n'était rien d'exceptionnel, qu'il l'avait simplement acheté le week-end précédent sur un coup de tête. Pourtant, la veille au soir, je l'avais entendu se disputer avec maman parce que nous avions du retard sur la facture d'électricité. Voilà qui était mon père, en résumé. Il excellait aussi dans l'art de la culpabilisation. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose étant enfant, il mettait en scène combien il avait sacrifié pour moi. Tu sais combien j'ai travaillé dur pour mettre de la nourriture sur cette table, était sa phrase favorite, bien que ce fût en réalité ma mère qui payait la majorité des factures. Il utilisait cette technique de manipulation pour tout, des fournitures scolaires aux visites médicales. Cela me faisait ressentir que j'étais un fardeau, simplement par le fait d'exister. Quand j'avais 13 ans, j'ai été sélectionné dans l'équipe de baseball et j'avais besoin de nouvelles chaussures à crampons. Maman étant en déplacement professionnel, j'ai dû m'adresser à lui. À l'entendre, on aurait dit que je lui avais demandé une Ferrari. Il soupirait bruyamment, passait des appels pour déplacer des fonds, et me disait qu'il faudrait se serrer la ceinture pour le reste du mois. Le week-end suivant, il s'est offert de nouveaux clubs de golf qui coûtaient littéralement 10 fois plus cher que mes crampons. Mais selon lui, c'était un investissement, car il faisait du réseautage avec des clients importants, bien sûr. Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 12 ans. Ce fut un divorce pénible, principalement parce que mon père ne supportait pas que ce soit ma mère qui ait pris la décision de partir. Son précieux ego ne pouvait tolérer l'idée d'être abandonné. Il a prolongé la procédure pendant presque 2 ans, contestant chaque détail, même lorsque cela n'avait aucun sens sur le plan financier. Ce n'était que pure rancune. Pendant le divorce, il a même tenté d'obtenir la garde principale, non pas par désir de vivre avec moi, mais parce qu'il savait que cela blesserait ma mère et lui permettrait de recevoir plus de pensions alimentaires. Lorsque le juge a vu clair dans son jeu et a attribué la garde principale à maman, il a joué les hommes brisés devant le tribunal, puis m'a emmené manger dans un fast-food, où il a passé tout le repas sur son téléphone, sans m'adresser la parole. Ce fut la dernière fois qu'il a fait semblant de vouloir ma présence. Peu après, il a rencontré Karen lors d'un événement professionnel, environ 6 mois après le départ de ma mère. Karen correspondait parfaitement au profil d'une femme décorative dans les milieux aisés, 10 ans de moins que lui, toujours impeccablement apprêtée, et manifestement avide d'ascension sociale. Elle riait à toutes ses blagues, flattait constamment son ego, et lui manifestait une admiration sans faille. Elle représentait exactement ce dont il avait besoin pour panser son orgueil blessé après le divorce. Mais Karen avait son propre agenda depuis le début. Mère célibataire, elle luttait pour maintenir son train de vie après avoir divorcé d'un homme qu'elle croyait riche, mais qui ne l'était pas autant qu'il le prétendait. Fait intéressant, elle était suffisamment avisée pour garder ses biens séparés, la maison était à son nom dès le départ. Elle n'était visiblement pas aussi naïve qu'elle le laissait croire. Mon père était son billet de retour vers les cercles huppés. Elle savait exactement comment le manipuler, se montrer impressionnée par sa réussite, lui demander conseil à tout propos, et lui faire croire qu'il était indispensable. C'était, à vrai dire, gênant à observer. Karen avait une fille issue de son précédent mariage, une adolescente de 17 ans que nous appellerons Mackenzie. Dès le premier jour, Mackenzie fut traitée comme une princesse dans cette maison. Elle avait le même âge que moi, mais toute ressemblance s'arrêtait là. Tandis que j'étais un adolescent moyen à tous points de vue, Mackenzie représentait la jeune fille populaire typique, jolie selon les normes conventionnelles, pom-pom girl au lycée, et parfaitement capable de manipuler les adultes pour obtenir ce qu'elle désirait. Elle a charmé mon père en quelques semaines. Elle l'appelait « papa », bien que son père biologique soit toujours présent dans sa vie et adopta une attitude faussement fragile dès qu'elle avait besoin d'aide. « Papa, je ne comprends rien à mes devoirs de maths », disait-elle avec une moue adorable, et aussitôt mon père, qui ne m'avait jamais assisté une seule fois avec mes devoirs, modifiait son emploi du temps pour lui consacrer des heures. Pendant ce temps, je galérais avec un exposé dans la pièce voisine et me faisais dire de me débrouiller seul, car je devais apprendre l'autonomie.
Lorsqu'ils se sont mariés, à peine un an après que le divorce de mes parents ait été officiellement prononcé, la dynamique était déjà bien installée. Mon père et Karen dépensaient des sommes extravagantes pour Mackenzie, tandis que moi, je devais me contenter du strict minimum. Et quand je dis minimum, je pèse mes mots. Je me souviens d'un Noël où Mackenzie a reçu un MacBook Pro ainsi que des vêtements de marque, pendant que moi, je recevais, peu importe. Karen cautionnait tout cela. Elle arborait des airs faussement préoccupés chaque fois que je faisais remarquer le favoritisme évident, lançant des phrases comme « Tu sais, Mackenzie traverse beaucoup de choses avec l'adaptation » ou « Ton père veut simplement s'assurer qu'elle se sente bien accueillie dans la famille ». Cela a duré des années. Pendant ce temps, Mackenzie savait parfaitement ce qui se passait et me lançait des sourires narquois dès qu'ils avaient le dos tourné. Un jour, je l'ai entendu rire avec ses amis en se vantant qu'elle pouvait obtenir n'importe quoi de mon père. Je fais juste les yeux tristes et je l'appelle papa, et hop, un nouveau téléphone. Elle se moquait littéralement de la facilité avec laquelle il était manipulable, tout en portant les vêtements qu'il lui avait offerts. Quand elle a vu que j'écoutais, elle m'a simplement fait un clin d'œil. J'ai commencé à passer la majorité de mon temps chez ma mère, ne me rendant chez mon père qu'un week-end sur 2, conformément à l'accord de garde. Même alors, la moitié du temps, il devait travailler ou partait en escapade avec Karen et Mackenzie, des week-ends auxquels, étrangement, je n'étais jamais convié. Lorsque j'étais présent, on me traitait comme un invité encombrant plutôt que comme un membre de la famille. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose pour l'école ou autre, soudainement il était à court d'argent ou me disait que je devais apprendre la responsabilité financière. Mais il y avait toujours des fonds pour les compétitions de danse de Mackenzie, les stages de pom-pom girl ou n'importe quelle passion éphémère qu'elle abandonnait après 2 semaines. Alors j'ai fait exactement ce qu'il m'avait conseillé, j'ai appris la responsabilité financière. L'été de mes 16 ans, j'ai décroché un emploi dans un restaurant près de chez ma mère, débarrassant les tables. Le salaire minimum, plus quelques pourboires laissés par les serveurs. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était mon argent, que personne ne pouvait me faire culpabiliser de dépenser. Le compte bancaire joint avait en réalité été l'idée de mon père, ce qui est sans doute l'aspect le plus ironique de toute cette histoire. Il est arrivé un jour au restaurant, affichant un air concerné par mon avenir financier. Il m'a dit qu'il était fier de me voir travailler et voulait m'aider à ouvrir un vrai compte d'épargne. Comme j'étais mineur, un adulte devait figurer sur le compte, donc cela paraissait logique. L'agente bancaire a tout expliqué, et je me souviens de ce sentiment de fierté en déposant mon premier salaire. Mon père a même semblé impressionné et m'a dit que je faisais preuve d'une grande maturité financière. C'est sans doute le seul compliment sincère qu'il m'ait jamais adressé. Au cours des 4 années suivantes, j'ai travaillé d'arrache-pied, double service, week-end, jours fériés. Je prenais tous les créneaux horaires qu'on voulait bien me confier. Je regardais le solde grandir, tout en rêvant de l'université, de m'éloigner enfin de son comportement toxique et de la fausse compassion de Karen. Pendant ce temps, Mackenzie a eu 3 voitures différentes, toutes remplacées aussitôt qu'un problème survenait. Elle a été arrêtée pour vol à l'étalage, mais les charges ont mystérieusement disparu. Elle a échoué dans la moitié de ses matières, et pourtant elle a été acceptée dans une université correcte, car mon père a fait un don. Quand j'ai eu 20 ans, j'avais économisé près de $18,000. Ce n'est pas une somme qui change une vie pour la plupart des gens, mais pour moi, c'était considérable. J'avais tout planifié, encore une année d'économie, et j'aurais assez pour financer mes 2 premières années de frais de scolarité, ainsi qu'un appartement correct près du campus. J'avais aussi postulé à quelques bourses et j'attendais les réponses. Pour une fois, tout semblait s'éclaircir. J'étais extrêmement prudent avec cet argent. Aucune dépense impulsive, aucun caprice. Même lorsque ma vieille voiture m'a lâché, j'ai pris le bus pendant 6 mois au lieu de puiser dans mes économies. Quand l'écran de mon téléphone s'est fissuré, je l'ai réparé moi-même au lieu d'en acheter un nouveau. Chaque dollar représentait une forme de liberté par rapport à mon père et à ses absurdités. Puis est arrivé ce jour à la banque. C'était un mardi banal. Je m'y suis arrêté avant mon service pour retirer un peu de liquide pour le week-end. Une opération simple que j'avais déjà faite des dizaines de fois. Mais cette fois, le visage de la guichetière a changé en regardant son écran. Mon estomac s'est noué avant même qu'elle ouvre la bouche. Je suis désolé, mais les fonds sur votre compte sont insuffisants. Je suis resté là, figé, les yeux écarquillés. Ces mots n'avaient aucun sens. Je lui ai demandé de vérifier à nouveau, convaincu qu'il s'agissait d'une erreur. Elle a cliqué à l'écran pendant un moment, puis a tourné l'écran vers moi. Un retrait. Le solde complet. Les $18,000, disparus. L'horodatage indiquait que cela s'était produit il y a à peine un mois. Et tout s'est éclairé dans mon esprit.
Le voyage soudain de Mackenzie à Cancun avec ses copines. Les vêtements de luxe qu'elle montrait sur Instagram. Sa légende, le plus beau cadeau surprise du meilleur papa du monde. Tout avait été payé avec mon argent. Celui que j'avais gagné à la sueur de mon front en multipliant les heures pendant qu'elle faisait la fête et prenait des selfies. Je suis sorti de la banque avec la nausée, me suis assis sur un banc et l'ai appelé sur le champ. Quand il a décroché, je n'ai pas perdu de temps avec des banalités. Je lui ai demandé directement pourquoi il avait vidé mon compte. Sa réponse, tu n'en as pas besoin pour l'instant. Mackenzie, si. Tu pourras toujours en regagner plus tard. Juste comme ça. Comme si mes 4 années de travail acharné ne valaient rien. Comme si ce que j'avais économisé n'était qu'une poignée de monnaie facile à remplacer. Comme si sa belle-fille méritait davantage cet argent que moi-même. Ce fut le moment où j'ai décidé que cet homme manipulateur, imbu de lui-même, allait enfin découvrir ce que signifiaient les conséquences. Après avoir raccroché au nez de mon père, je suis resté assis sur ce banc devant la banque pendant près d'1 heure, littéralement tremblant de rage. J'avais déjà été en colère auparavant, mais jamais à ce point. C'était une fureur d'un autre niveau, au point de me faire vaciller la vision. 4 années de ma vie, des milliers d'heures de travail, tous mes sacrifices, envolés en une seule transaction, pour que Mackenzie puisse publier des photos en bikini depuis Cancun. Je ne pouvais pas laisser passer cela. Pas cette fois. Ce n'était plus une question d'argent, c'était devenu une question d'années passées à être traité comme si je ne comptais pas, à le voir se plier en 4 pour sa nouvelle famille pendant qu'il me laissait les miettes. Quand j'ai enfin retrouvé assez de lucidité pour bouger, j'ai appelé ma mère. Elle a toujours été la plus posée des deux, et j'avais besoin de quelqu'un qui ne me dirait pas que j'exagérais. Quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé, elle est restée silencieuse, non pas parce qu'elle doutait de mes propos, mais parce qu'elle évaluait froidement jusqu'où il était descendu cette fois-ci. Elle m'a dit avec un ton que je n'entendais que rarement chez elle, viens tout de suite. Apporte tous tes relevés bancaires. J'ai dormi chez elle ce soir-là. Nous étions trop furieux pour trouver le sommeil. Dès le lendemain matin, elle avait déjà passé une 12aine de coups de fil et avait une 20aine d'onglets ouverts sur son ordinateur portable. Ma mère peut donner l'apparence d'une douce institutrice de maternelle, mais touchée à son enfant, et elle devient une véritable stratège. La première chose que nous avons faite fut d'appeler la banque pour connaître nos options. La réponse fut exactement ce que je redoutais. Comme il était cotitulaire du compte, il avait légalement le droit de retirer les fonds. Techniquement, ce n'était pas un vol. Moralement, c'était abject, mais juridiquement, ce n'était pas illégal. Alors, on ne pourra pas récupérer l'argent par l'intermédiaire de la banque, déclara ma mère après avoir raccroché. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes impuissants. C'est là que nous avons commencé à élaborer notre plan. Si nous ne pouvions pas l'atteindre par voie légale, alors nous frapperions là où ça faisait vraiment mal, sa réputation si précieuse et sa stabilité financière. Voyez-vous, toute l'identité de mon père reposait sur l'image qu'il renvoyait aux autres. Monsieur réussite. Monsieur père exemplaire. Monsieur pilier de la communauté. Cet homme préférerait mourir plutôt que de laisser les gens voir qui il est réellement. Quant à ses finances, elles reposaient sur un château de cartes. Ma mère en avait été témoin durant leur mariage, il dépensait bien au-delà de ses moyens pour sauver les apparences, contractait des prêts pour en rembourser d'autres, le cercle vicieux classique. La première étape du plan consistait à l'exposer publiquement. J'ai commencé par appeler les membres de la famille, à commencer par ma grand-mère paternelle. Elle avait toujours été gentille avec moi, même si nous n'étions pas très proches. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, sa première réaction fut de me demander si j'étais certain, s'il n'y avait pas un malentendu. Je m'y attendais. Personne n'a envie de croire qu'un membre de sa famille puisse agir aussi horriblement. Alors, je lui ai envoyé par mail les relevés bancaires montrant le retrait total, des captures d'écran des publications de ma demi-sœur sur les réseaux sociaux, datant précisément de la période où elle était à Cancun et faisait ses virées shopping, ainsi qu'un enregistrement de mon appel téléphonique avec mon père. Oui, je l'ai enregistré. Lorsqu'on grandit avec un homme comme lui, on apprend à tout documenter. Son ton a complètement changé. J'ai toujours su que ton père avait des problèmes, m'a-t-elle dit, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il irait aussi bas. Pas au détriment de l'avenir de son propre enfant. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai appelé tous les proches, tous les amis de la famille, chaque contact que nous avions en commun. Certains ne m'ont pas cru au début. D'autres lui ont trouvé des excuses. Mais suffisamment ont été indignés par ses actes, surtout lorsque je leur ai fourni les preuves. La plupart de mes oncles et tantes étaient choqués, mais pas vraiment surpris. Apparemment, mon père avait déjà la réputation d'être égoïste dans la famille. Mon oncle m'a raconté qu'au lycée,
Mon père avait emprunté sa voiture, l'avait accidentée, puis l'avait laissé endosser la responsabilité à sa place. Ton père a toujours pensé que les règles ne s'appliquaient pas à lui, m'a-t-il dit. Mon cousin Jake a été particulièrement utile. Il travaille dans une coopérative de crédit et était furieux en apprenant ce qui m'était arrivé. Les registres publics sont tes alliés, m'a-t-il conseillé, en m'expliquant comment consulter certaines données financières qui pourraient être utiles plus tard. J'y reviendrai. Puis, j'ai décidé de frapper fort. J'ai rédigé un post détaillé sur Facebook. Sans drame ni insulte. Juste les faits bruts, accompagnés de captures d'écran en guise de preuve. J'ai expliqué comment j'avais commencé à travailler à 16 ans pour économiser en vue de l'université, comment j'avais découvert que tout mon argent avait disparu, et comment j'avais appris qu'il avait servi à financer les vacances de luxe de ma demi-sœur. J'ai terminé avec une question simple, quel genre de père vole les économies de son propre enfant destiné aux études pour offrir des vêtements de créateur à sa belle-fille? Mais je ne me suis pas contenté de publier ce message sur ma page. Je l'ai également partagé dans le groupe Facebook de notre quartier, celui du club de golf de mon père, et j'ai identifié tous les membres de la famille et amis que je pouvais. Ensuite, je me suis assis et j'ai regardé le chaos s'installer. L'impact a été immédiat. Le post a explosé en quelques heures. Des commentaires, des partages, des messages affluaient de la part de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde voulait savoir si c'était vrai, et tous étaient consternés lorsque je le prouvais. Des personnes de son travail l'ont vu aussi. Il se trouve que l'un de ses collègues est marié à une amie de ma mère. Le collègue a partagé la publication avec tout le service. Le patron de mon père l'a vu. Ses clients aussi. Tout le monde l'a vu. Ma demi-sœur Mackenzie a été la première à réagir. Mackenzie a commenté une absurdité du genre qu'elle ne savait pas d'où venait l'argent, et que j'essayais de ruiner sa relation avec son père. Mais elle a supprimé son commentaire et m'a bloqué dans les minutes qui ont suivi. Karen, ma belle-mère, m'a envoyé un long message privé m'accusant d'être immature, de laver notre linge sale en public, et de ne rien comprendre à leur situation financière. J'ai publié ce message aussi, avec cette légende, apparemment, voler 18 000 $ à son beau-fils, c'est une affaire de famille de nos jours. Le soir même, le téléphone de mon père devait littéralement exploser, car il m'a appelé, furieux. Il n'était pas désolé. Il était enragé que je l'ai humilié, que je l'ai fait passer pour un mauvais père, que des gens l'appellent à ce sujet. Son patron l'avait même pris à part au travail pour lui demander des explications. Pas une seule fois il ne s'est excusé. Pas une seule fois il n'a reconnu que ce qu'il avait fait était mal. Il était simplement furieux que je l'ai démasqué. Il m'a menacé de me couper définitivement les vivres si je ne supprimais pas immédiatement la publication. J'ai ri. Me couper de quoi? Tu as déjà volé tout mon argent. Il ne reste rien que tu puisses encore prendre. Quand il a tenté de me faire culpabiliser pour avoir détruit sa réputation, je lui ai simplement répondu avec ses propres mots, tu n'as pas besoin de ta réputation pour l'instant. Tu pourras toujours la reconstruire plus tard. Le silence à l'autre bout du film a indiqué que j'avais visé juste. Quand il a enfin repris la parole, sa voix avait une tonalité menaçante, tu vas le regretter. Pas autant que toi, ai-je répondu avant de raccrocher. C'est cette nuit-là que le vrai travail a commencé. Vous vous souvenez de mon cousin Jake, celui qui travaille dans une coopérative de crédit? Il ne pouvait pas accéder directement au dossier de mon père, ce serait illégal, mais il m'a orienté vers des ressources publiques où je pourrais creuser. Ton père tient à son image, pas vrai? Les problèmes financiers ne restent pas cachés éternellement, surtout aux yeux de ceux qui vivent avec lui, m'a-t-il dit. Il suffit de savoir où chercher. Jake m'a montré comment consulter les registres du comté en ligne, m'a expliqué ce qu'étaient les privilèges fiscaux, les dossiers de propriété, les jugements de tribunaux, tout cela. Il m'a même aidé à configurer des alertes pour être informé si de nouveaux documents étaient enregistrés au nom de mon père. J'ai passé la semaine suivante à fouiller toutes les bases de données publiques que je pouvais trouver, registres du comté, bases de données judiciaires, informations immobilières, documents d'entreprise. Je n'étais plus simplement en colère. J'étais concentré, méthodique, déterminé à faire éclater la vérité. Le site web du comté était une véritable mine d'or. Il permettait de consulter les privilèges fiscaux, les jugements, les titres de propriété, toutes des informations publiques. J'ai découvert 3 privilèges fiscaux au cours des 5 dernières années, un jugement émis par une société de cartes de crédit à laquelle il avait fait défaut, et plusieurs retards de paiement sur leur prêt immobilier. Pris isolément, ce n'était pas spectaculaire. Mais mis ensemble, cela dépeignait le portrait d'un homme noyé dans les dettes, tout en continuant à jouer au grand homme accompli. J'ai également découvert qu'il avait contracté une deuxième hypothèque sur la maison, 2 mois auparavant.
Je parierais tout que c'est de là qu'une partie de l'argent du voyage de Mackenzie venait, en plus de mes économies. Puis je me suis souvenu de quelque chose. En vidant mon ancienne chambre chez lui l'année précédente, j'avais trouvé une pile de courriers cachés derrière des livres dans son bureau. Je n'y avais pas prêté attention à l'époque, pensant que ce n'était rien d'important. Mais désormais, je réalisais qu'il s'agissait peut-être de documents financiers qu'il cachait à Karen. J'ai appelé mon amie du lycée Mélissa, qui avait toujours une clé de la maison de mon père. Elle faisait parfois du gardiennage d'animaux pour eux lorsqu'ils s'absentaient. Elle me devait un service pour lui avoir remplacé plusieurs heures de travail l'été dernier. Elle a accepté de vérifier si la pile était toujours là lors de sa prochaine visite. Bingo! Non seulement elle y était, mais elle avait grossi. Elle a pris des photos de tout, lettres de relance, avertissement pour paiement en retard, lettres de refus de prêt. Il y avait même une demande de prêt personnel où il avait déclaré un revenu de 50 000 $, bien au-delà de ses revenus réels. Mon père était encore plus enlisé que je ne le pensais. Mélissa a aussi trouvé des courriers provenant de 3 sociétés de cartes de crédit différentes menaçant de clôturer ses comptes en raison de paiements en retard. Et ce n'est pas tout, elle a trouvé un 4e relevé de carte de crédit maxé, dissimulé dans un magazine de golf. Tous ces documents dataient des 2 derniers mois. Le château de cartes de mon père vacillait déjà avant même que j'intervienne. Le dernier élément est venu de ce que j'ai appelé la surveillance sociale. J'ai créé un tableau Excel pour suivre toutes leurs dépenses visibles au cours de l'année passée, vacances, restaurants, sessions shopping de Mackenzie, mobilier de jardin, tout ce dont il se vantait en ligne. Ensuite, j'ai comparé cela à ce que je savais de son salaire, d'après ses propres vantardises sur ses augmentations. J'ai même fouillé dans les anciennes publications pour additionner tout ce qu'ils avaient dépensé pour la fête des 16 ans de Mackenzie, sa voiture, son voyage de fin d'études à Hawaï, et tous les vêtements de luxe achetés pour elle. En restant prudent dans mes estimations, ils avaient dépensé plus de 40 000 $ rien que pour les caprices de Mackenzie au cours de la dernière année. Impossible que son salaire suffise, surtout avec le prêt immobilier, les paiements de voiture, les cotisations au club de golf et l'addiction de Karen au shopping. Les chiffres ne collaient tout simplement pas. Avec toutes ces informations, j'aurais pu aller directement voir Karen, mais cela me semblait trop évident. À la place, j'ai créé une adresse email anonyme et j'ai envoyé une sélection de documents à son patron et à quelques collègues clés. Mon père travaillait dans une société de services financiers, où la réputation et la fiabilité sont primordiales. Un employé ayant des problèmes d'argent caché et des jugements à son encontre ne correspondait en rien à l'image que l'entreprise voulait véhiculer. J'ai aussi laissé, accidentellement, un dossier contenant des impressions là où Mackenzie le trouverait, lors d'une de ses rares visites pour me rapporter du courrier. Je savais qu'elle était assez curieuse pour fouiller, et qu'elle montrerait sans doute tout cela à sa mère. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai envoyé une dénonciation anonyme au fisc. J'ai suggéré, de manière anonyme, aux services fiscaux qu'ils pourraient vouloir examiner les déclarations d'impôts de mon père pour les dernières années. Je n'avais aucune preuve formelle qu'il ait commis une fraude fiscale, mais au vu du reste, cela semblait probable. Et même s'il ne découvrait rien, un simple audit suffirait à le plonger dans le cauchemar. J'ai également contacté le service d'éthique de son entreprise, suggérant qu'ils examinent ses comptes clients pour détecter d'éventuelles irrégularités. Là encore, je n'avais aucune certitude sur ce qu'il avait fait ou non au travail, mais une enquête approfondie suffirait à braquer tous les projecteurs sur lui. Le piège était tendu. Il ne me restait plus qu'à attendre que tout explose. Et cela n'a pas manqué. Je n'avais cependant aucune idée de l'ampleur des conséquences. Quand mon père a compris qu'il était acculé, je pensais qu'il faudrait au moins une semaine pour que tout parte en vrille. Non, cela a pris exactement 48 heures. Mardi soir, mon téléphone s'est mis à vibrer de tous les côtés, inondé de messages de membres de la famille. Apparemment, mon père avait été convoqué à une réunion d'urgence avec son patron cet après-midi-là. L'épouse de mon cousin travaille dans le même immeuble et avait entendu des bribes de conversation à propos de responsabilité financière et d'image de l'entreprise. Pas suffisant pour le licencier immédiatement, mais assez pour qu'il soit sur la sellette. Et ce n'était que l'amuse-bouche. Le plat principal s'est joué à la maison. Mackenzie a trouvé le dossier exactement comme je l'avais prévu. Curieuse comme pas deux, elle l'a ouvert, a vu les avis de recouvrement et les timbres, dernier appel, et s'est précipitée chez maman Karen, qui ignorait tout de leur véritable situation financière depuis des années. Elle a totalement perdu le contrôle. Mon père est rentré ce soir-là d'une journée déjà catastrophique au travail, pour trouver Karen l'attendant dans la cuisine avec tous les documents étalés sur la table. D'après ma grand-mère, qui l'a appris de ma tante, oui, les potins familiaux vont vite, les voisins ont même appelé la police pour tapage, tellement Karen criait fort. Leur voisine d'un accent grave côté m'a même envoyé un texto pour me demander si je savais ce qui se passait.
Le lendemain matin, mon père m'a appelé. Il était hors de lui, mais aussi visiblement paniqué. Il ne cessait de me demander ce que j'avais fait, si j'avais parlé à Karen ou à son patron. J'ai joué les innocents. Puis, j'ai fini par lui dire qu'il n'aurait peut-être pas dû voler mon argent. Il s'est mis à hurler que j'étais en train de ruiner sa vie pour si peu d'argent, que je ne comprenais rien aux finances d'adultes et d'autres absurdités du genre. Je l'ai laissé vider son sac, puis je lui ai conseillé de se concentrer sur son travail et sur la sauvegarde de son mariage, plutôt que de se soucier de moi. Avant de raccrocher, il a lancé « Ce n'est pas terminé ». Il ne savait pas à quel point il avait raison. Les semaines suivantes furent mouvementées. Karen a gelé tous leurs comptes communs et a consulté un conseiller financier. Elle a découvert bien plus de dettes que ce que j'avais moi-même pu identifier. Pendant ce temps, au travail, mon père a été écarté de ses comptes clients et relégué à des tâches administratives. Ses commissions se sont taries, et son revenu a fortement chuté. Mackenzie est devenue totalement silencieuse sur les réseaux sociaux. Après des semaines à exhiber ses photos de Cancun, son prochain post fut une citation vague sur le fait d'apprendre qui est vraiment là pour vous. Plus de vêtements de marque, plus de selfies, plus de vantardises sur les cadeaux de papa. Les réunions de famille sont devenues particulièrement gênantes, selon ma grand-mère. Les gens qui auparavant flattaient mon père l'évitaient désormais comme la peste. Les conversations s'interrompaient dès qu'il entrait dans une pièce. L'image du fils prodigue s'était envolée. Environ un mois après ma publication Facebook, Karen l'a mis dehors pour de bon. Elle a changé les serrures et a jeté ses affaires dans le jardin, emballées dans des sacs poubelles. Il s'est avéré que la maison était à son nom depuis le début. Il était coincé. Mon père, Monsieur Image Parfaite, s'est retrouvé à vivre dans un appartement minable. Sa BMW a été saisie. Karen revendait ses montres de luxe sur eBay. Puis est arrivée la nuit où tout a basculé. J'étais en train de fermer le restaurant, il devait être près de 23 heures, quand je suis sorti dans le parking presque désert. Je fouillais dans mes poches pour trouver mes clés quand j'ai remarqué quelqu'un adossé à ma voiture. C'était mon père, méconnaissable. Ses vêtements froissés, ses cheveux en désordre, et une forte odeur d'alcool. « Tu es content maintenant » a-t-il marmonné d'une voix pâteuse. J'ai tout perdu. J'ai tenté de passer devant lui. « Tu devrais rentrer, tu es ivre » lui ai-je dit. C'est alors qu'il m'a attrapé par le bras et m'a forcé à me retourner. « Ne t'éloigne pas de moi, sale petit ingrat » a-t-il craché. « Tu crois que tu peux détruire ma vie sans conséquence ?» Je me suis dégagé et lui ai rappelé qu'il m'avait volé l'argent que j'avais durement gagné, donc il connaissait déjà parfaitement le concept des conséquences. Quelque chose s'est brisé en lui. Il m'a violemment poussé contre ma voiture, me coupant le souffle. Avant que je puisse reprendre mes esprits, son poing a frappé mes côtes. La douleur était foudroyante. Je n'arrivais pas à croire qu'il m'avait vraiment frappé. « Tu vas arranger ça » a-t-il grogné en me frappant à nouveau à l'épaule. « Dis à tout le monde que tu as menti. » J'ai tenté de me protéger, mais il était plus fort et plus massif. Un autre coup m'a atteint sur le côté. J'ai réussi à m'échapper et à tituber de côté. Il s'était lancé vers moi, mais je l'ai esquivé, et il s'est écrasé contre ma voiture. L'alarme s'est déclenchée, et c'est à ce moment que mon manager, José, est sorti en courant par la porte arrière du restaurant. « Eh, qu'est-ce qui se passe ici » a crié José. Mon père a essayé de se comporter normalement, mais c'était bien trop tard. J'ai sorti mon téléphone et lui ai dit que j'appelais la police. Il a craché à mes pieds, a dit que j'étais mort pour lui, puis a titubé jusqu'à sa voiture. José est resté avec moi jusqu'à l'arrivée de la police, environ 5 minutes plus tard. Ils ont pris nos dépositions, photographié mes ecchymoses et lancé un avis de recherche sur la voiture de mon père. Ils l'ont arrêté alors qu'il tentait de rentrer chez lui, et ont ajouté une accusation de conduite en état d'ivresse à celle d'agression. J'ai été conduit à l'hôpital heureusement, ce n'était que des contusions, aucune côte cassée. Ce soir-là, j'ai déposé une demande d'ordonnance de protection. Quand on m'a demandé si je voulais porter plainte pour agression, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai passé la nuit chez ma mère. Elle n'était pas surprise. Elle savait qu'il pouvait exploser s'il perdait le contrôle de son image tant aimée. Le lendemain matin, toute la famille était au courant, et le peu de soutien qui lui restait s'était envolé. Ma grand-mère m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était désolée d'avoir un jour pris sa défense, et m'a demandé de quoi j'avais besoin. L'affaire d'agression a tout changé. Ce n'était plus un simple drame familial, c'était désormais une affaire publique. Mon père n'était plus seulement l'homme qui favorisait sa belle-fille, c'était celui qui avait frappé son propre fils sur un parking. Les blessures, les rapports de police, cela ne laisse aucune place aux excuses.
Une amie de ma mère, avocate spécialisée en droit de la famille, nous a aidés avec un tarif réduit et heureusement, car je n'avais plus un sou. La première priorité était de faire en sorte que l'ordonnance d'éloignement soit maintenue. Mon père n'avait plus le droit de s'approcher à moins de 500 pieds de moi, de mon domicile ou de mon lieu de travail. Évidemment, il a tenté d'esquiver. Il a même demandé à mon cousin de m'appeler pour me dire qu'il était désolé et qu'il voulait régler ça, en privé. Bien sûr. En d'autres termes, il paniquait à l'idée d'aller au tribunal et espérait que je retirerais ma plainte. Mon avocate m'a conseillé de ne pas prêter attention à ce baratin. L'audience s'est déroulée à peu près comme prévu. J'y suis allé accompagné de ma mère, les côtes encore bandées et les bleus encore visibles. Mon père est venu seul, pathétique, sans Karen ni Mackenzie pour le soutenir, quelle surprise. Je vous épargne les détails juridiques, mais en résumé, ils avaient les images de vidéosurveillance, la déclaration de mon manager, et les photos de mes blessures. L'avocat de mon père a tenté l'argument classique du « simple différend familial qui a dégénéré ». Le juge n'a pas été dupe une seconde. Il a souligné l'absurdité de l'idée selon laquelle accuser son fils d'avoir volé de l'argent pouvait justifier une agression physique. Belle stratégie, papa. Pour faire court, il a accepté un accord de plaider coupable, 6 mois de probation, des cours de gestion de la colère, 100 heures de travaux d'intérêt général, des amendes pour l'agression et la conduite en état d'ivresse, une ordonnance de protection permanente et le remboursement de mes frais médicaux. Et bien sûr, un casier judiciaire tout neuf qui le suivra à vie. Pas de prison, mais cela me convenait. Voir sa vie s'effondrer était une punition bien plus satisfaisante. Les conditions de probation l'ont pénalisé bien plus que je ne l'imaginais. Les rendez-vous réguliers avec son agent de probation l'obligeaient à s'absenter du travail. Les travaux d'intérêt général lui prenaient tous ses week-ends. Les cours de gestion de la colère étaient coûteux. Et voici le plus ironique, son appartement était trop proche du mien. En vertu de l'ordonnance d'éloignement, il a donc dû résilier son bail et déménager à nouveau. Je n'aurais pas pu mieux orchestrer cela moi-même. Et le contre-coup familial fut brutal. Ma grand-mère m'a appelé après la publication de l'article de presse. Elle était furieuse. Elle m'a dit qu'elle avait couvert ses agissements pendant des décennies et qu'elle en avait fini avec lui. Elle a littéralement modifié son testament la semaine suivante pour l'en exclure complètement. Mon père comptait sur cet héritage pour régler ses dettes. Dommage. De mon côté, je me suis concentré sur la reconstruction. Les services d'aide aux victimes m'ont aidé à obtenir une aide financière d'urgence pour mes études. Ce n'était pas le montant total que mon père m'avait volé, mais c'était suffisant pour commencer. Ma mère s'est portée garante pour un petit prêt couvrant le reste. J'ai trouvé un appartement moins cher, avec un colocataire. J'ai pris plus d'heures de travail, décroché une petite bourse, et acheté une voiture d'occasion décente avec mes propres fonds. C'était la première chose que je possédais vraiment, sans dépendre de qui que ce soit. Ce n'était pas la vie rêvée que j'avais planifiée après des années d'épargne, mais je m'en sortais. Le plus important, c'est que j'étais enfin libre de ces absurdités. L'ordonnance de protection servait désormais de bouclier contre mon père. Environ un mois après le procès, Karen a demandé le divorce. Elle avait découvert encore plus de secrets financiers pendant la procédure de divorce, il avait souscrit des cartes de crédit à son nom, puisé dans leurs économies, et même emprunté sur la maison sans la prévenir. Le coup de grâce est arrivé environ 2 mois après le procès, lorsque son entreprise l'a finalement licencié. Il l'avait gardé à un poste administratif pendant que les procédures judiciaires étaient en cours, mais une fois que tout est devenu officiel, ils l'ont congédié pour violation du code d'éthique de l'entreprise. En langage clair, nous ne voulons pas d'un agresseur condamné gérant l'argent de nos clients. Sans emploi, sans épouse, avec des frais juridiques qui s'accumulaient et un casier judiciaire, il s'est retrouvé dans un appartement miteux d'une ville voisine, travaillant dans un centre d'appel. L'homme qui se vantait autrefois de son bureau d'angle passait désormais ses journées à se faire hurler dessus par des inconnus à propos de leur facture de câble. Je ne sais pas si la vie lui a rendu tout ce qu'il m'a pris. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai repris ce qu'il avait tenté de m'enlever, ma dignité, ma liberté, mon avenir. J'ai choisi de ne pas devenir comme lui. J'ai tourné la page, pas pour l'oublier, mais pour me libérer. Et parfois, c'est la meilleure des victoires.